Donc le thème de la journée, vous l'avez compris, c'est l'évaluation des apprentissages des étudiants et dans une perspective d'innovation. Et moi, je rajoute toujours innovation pédagogique, bien sûr, et je rajoute toujours le thème adjectif durable. Pourquoi? Parce que vous, comme moi, savons combien de choses ont été faites. On a l'impression que ça a duré une trentaine de secondes, 3 mois, jusqu'à la prochaine innovation. Je crois que mon intention dans tout le travail que je fais avec Jacques, avec Marcel Lebrun, est d'avoir des innovations pédagogiques durables, dans le même sens qu'on parle de développement durable. Donc, les objectifs que j'ai pour cette présentation, c'est de nous amener tous à réfléchir sur ces questions d'évaluation, parce que ce qui m'intéresse dans notre travail à l'IDIP, c'est de prendre conscience de nos conceptions, de notre vision, de nos philosophies de l'évaluation, et d'identifier quelles sont ce que moi j'appelle les croyances limitantes. Alors, il y en a une qui est un grand classique, c'est du style je ne peux pas donner un 20 aux étudiants. Pour moi, ça, c'est une croyance limitante. Il n'y a rien qui dit que je n'ai pas le droit de donner un 20. Et les interrogations sur les croyances que nous avons ou sous nos conceptions de l'évaluation vont être importantes si on veut avoir une innovation pédagogique durable, parce qu'il faut prendre conscience du changement culturel que ça implique que de changer ces manières, ces approches de l'évaluation. C'est un des plus grands défis auxquels nous avons à faire face en matière d'enseignement supérieur. Tout ça, c'est parce que ce que je vise, que ce soit aujourd'hui ou par la suite, c'est que les gens puissent aligner leurs pratiques avec leurs croyances ou leurs visions. Donc c'est le type de travail que nous faisons à Strasbourg dans le cadre de l'IDIP et que je fais, un travail que je fais depuis 25 ans et qui me passionne. Donc, on va voir si... Oui, ça marche. Donc, je pars toujours de cette question, le mythe du changement. Tout le monde parle de changement, de l'importance de changer. On sent bien qu'on est arrivé à la fin d'un certain paradigme. Et donc, on est autour de ce mythe du changement. Et en matière d'évaluation, il y a toujours cette idée que si nous changeons, si nous réformons nos pratiques d'évaluation, des apprentissages, ça va agir comme un levier de transformation. Et à partir de là, ça va agir sur nos conceptions, nos approches de l'évaluation. Au fond, qu'est-ce que c'est ce mythe derrière? C'est que l'évaluation, réfléchir sur nos pratiques d'évaluation, c'est comme un levier de développement. Et j'ai même entendu aussi cette expression, c'est le cheval de Troie. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on s'est focalisé sur l'évaluation comme point critique du changement culturel, du changement de culture pédagogique? C'est parce que partout, quand on a observé des réformes, la classe inversée, l'introduction du numérique, on s'est rendu compte qu'au moment de passer à l'évaluation, on revenait à nos vieilles traditions selon le principe chasser le naturel, il revient au galop. Donc on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait peut-être agir sur l'évaluation pour avoir une innovation, un changement pédagogique important. Donc, voilà. Et derrière, il y a cette idée du changement de paradigme qu'on entendait beaucoup en Belgique, en Suisse et au Québec dans les années 90, que moi j'entends beaucoup moins maintenant. Donc l'idée, c'était qu'en changeant nos manières d'évaluer, nous allions changer effectivement de paradigme pédagogique et de philosophie éducative. Tout cela est aussi basé sur ce schéma qu'on retrouve dans un ouvrage que j'ai publié avec Denis Berthiaume. Nous, on l'appelle ingénierie simplifiée. C'est l'idée que finalement, si on a une approche de l'enseignement qui est centrée sur les apprentissages des étudiants, ou des élèves si on est hors université, il s'agira d'avoir une cohérence entre les objectifs d'apprentissage, les contenus qui sont présentés, les méthodes d'enseignement et les méthodes d'évaluation. Et c'est au fond le fondament, ça s'appelle l'alignement constructif ou constructive alignment. Je suis convaincue que c'est ce que Jacques Tardif fait quand on parle d'approche par compétence. C'est justement une approche qui va faire en sorte que tous ces éléments qui composent une réalité pédagogique sont alignés et cohérents les uns avec les autres. Donc ça, c'est notre système de croyance et c'est avec ça que nous travaillons. Alors,
Donc, mais dans la réalité, que se passe-t-il? Alors, je vais vous parler d'une situation, la dernière que j'ai pu observer, c'est celle de la faculté des sciences de vie de l'Université de Strasbourg, qui, il y a 4 ans, décide de passer au contrôle continu. Ça a même fait l'objet d'un jugement, donc ça a été dans la presse il y a peu de temps. Donc, la faculté des sciences de la vie, c'est actuellement genre 750 étudiants en L1, et ils ont décidé que leur réforme pédagogique serait axée sur l'évaluation et pas nécessairement les innovations pédagogiques, avec une croyance que si on agit sur l'évaluation, forcément, par la suite, on va agir sur les pratiques pédagogiques, sur les objectifs et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont introduit le contrôle continu, c'est-à-dire l'obligation de faire 3 évaluations, examens, mesures par semestre. Que se passe-t-il? Voici les premiers résultats. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'en L1, donc la première année, il n'y a pas plus d'étudiants qui réussissent, mais ceux qui réussissent mieux comparativement aux étudiants avant. En revanche, ce n'est qu'à partir de L2 ou L3 qu'il y a plus d'étudiants qui réussissent et ils réussissent mieux. Alors maintenant, on pourrait passer 3 heures à discuter de ça. Ça veut simplement dire que dans ce cas-là, le problème en L1, vous le connaissez, c'est le tri des gens qui sont là ou pas là. Donc, ça montre que quelle que soit la méthode d'évaluation, le système va sélectionner entre ceux qui poursuivront des études et ceux qui ne poursuivront plus. Ou qui partiront ailleurs. Donc, ça n'agit pas en faveur de la réussite académique en première année. En revanche, c'est vrai que les résultats sont meilleurs. Les étudiants ont des meilleures notes. Et on peut le documenter. Donc là, on voit le taux de réussite, effectivement, qui augmente en L2 et L3 au fur et à mesure du déploiement du contrôle continu. Et ce graphique vous montre qu'effectivement, on a moins d'étudiants qui sont dans la frange des 10 à 12 et un peu plus d'étudiants qui sont dans la frange des 12-14. Donc, c'est ce qui permet de dire que statistiquement, effectivement, les étudiants réussissent mieux. Mais comme les Québécois et les Américains ont fait des tas d'études de ce type-là, ce qu'on probablement mesure, c'est un effet de l'observateur. C'est-à-dire que probablement les enseignants mettent les notes qu'ils attendent, qu'ils espèrent obtenir. Donc, il y a un effet de l'évaluateur sur les résultats. Donc, il faut être très prudent quand on observe ou qu'on discute de ces résultats. Ce qui était intéressant, c'est que moi, je suis allée discuter avec les enseignants parce que je voulais savoir qu'est-ce qui avait changé dans leur manière d'évaluer. Donc, je n'ai pas fait une étude sur l'ensemble des enseignants. J'ai pris un petit panel d'enseignants et tous m'ont dit la même chose, c'est que finalement, ils n'ont rien changé. Pourquoi? Parce que déjà, certains avaient fait déjà deux examens dans le semestre, donc ils ont rajouté un 3e. Et ils disaient, ils prenaient leur épreuve traditionnelle puis le décomposaient en 3 parties. Donc au fond, c'est exactement la même chose qui a été reproduite. Et ce qu'ils me disaient toujours, c'est on change le moins possible. Pourquoi? Parce qu'on est pris par le temps, par les effectifs, par 600, 700 étudiants qui sont là. Ils sont de bonne foi. Mais ils disent bien que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé du point de vue de la manière d'évaluer. Donc, que les aspects qu'ils ont trouvés positifs, pour eux, c'était de ne pas juger l'étudiant sur une seule épreuve. Et ils ont le sentiment tout de même d'être plus cohérents entre leur manière d'enseigner et leur manière d'évaluer. En revanche, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grande confusion entre ce que ça veut dire mesurer une prestation des étudiants et attribuer une note. Et ce qu'on voit, c'est que ces enseignants n'ont pas recours à des instruments critériés et qu'ils continuent à attribuer des notes avec l'impression de le faire au petit bonheur, la chance. Et surtout, les gens disaient, on a l'impression, c'est cette dernière phrase, de naviguer à vue, sans cadre conceptuel, sans repères, sans balises, pour pouvoir réellement modifier les pratiques et notre regard sur l'évaluation. Et c'est là que je prends toujours l'image, celle-ci c'est Marcel Lebrun qui l'a dessinée,
ce qui montre effectivement ce qui se passe et ce qui a été illustré par le propos des enseignants, c'est que finalement, avec un nouveau instrument, on va faire exactement la même chose. On prend un aspirateur et on tape sur le tapis comme si avec une tapette. Et cette image que Marcel utilise pour parler du numérique, puisque combien de fois on a vu que ce n'est pas l'instrument qui va faire le changement, que toujours selon le principe chasser le naturel au galop, il revient. Donc, je trouvais que cela s'appliquait, en tout cas pour le cas que j'ai observé et d'autres que j'ai eu l'occasion d'observer, c'est qu'en matière d'évaluation, on a énormément de difficultés à sortir de nos habitudes, de notre culture de l'évaluation, et ceci est particulièrement prenant dans certains contextes où, par exemple, le concours ou la culture du concours est érigée en summum de l'évaluation. Donc la France est un endroit où nous observons des traditions, des manières d'évaluer qu'il est difficile de quitter. Et c'est là que je reviens sur un peu de psychologie cognitive, c'est-à-dire que pour changer nos pratiques, il va falloir travailler sur nos croyances. Et donc, ce que je fais aussi avec Jacques Tardif, c'est que nous utilisons quelques repères de la psychologie cognitive, c'est juste ceci, qui consiste à différencier entre ce qui est une conception et ce qui est une approche. Dit beaucoup plus simplement, c'est une conception, c'est nos façons de voir les choses, et nos approches, c'est simplement nos façons de faire les choses. Et on voit bien, et on le sait bien, on le sait aussi intuitivement, que notre manière de faire les choses dépend de notre manière de voir les choses. Donc ça veut dire que notre répertoire de stratégies, nos activités, ce que nous faisons avec les étudiants, ce que nous faisons en termes d'évaluation, est lié effectivement à nos systèmes de croyances. Et tout cela repose sur ce qu'on appelle en psychologie un mode opératoire, c'est-à-dire une manière d'interagir avec la réalité, et que ce mode opératoire est tributaire de la connaissance de soi-même. Donc, quand on est dans des logiques de changement, dans des logiques de transformation, nous allons agir sur toutes ces composantes, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'isoler tiens, on va changer la façon de faire et tout ce système va se mettre en mouvement. Je vous renvoie à l'image de Marcel Lebrun où effectivement, il ne s'agit pas simplement de changer un outil pour que toutes les conceptions et les approches se mettent en mouvement. Et donc, une des choses qui est importante aussi quand on parle d'innovation pédagogique, c'est moi je demande toujours aux gens, je dis, bon, ok, vous voulez faire ça, mais quelle est votre vision ? Dans 10 ans, à quoi ça ressemble votre formation? À quoi ressembleraient les diplômés qui ont suivi une formation qui a été déclinée sous terme de compétences? C'est quoi les compétences que ces gens vont avoir dans 10 ans? Et donc, c'est très important dans cette réflexion, au lieu de foncer sur le faire, c'est de réfléchir au pourquoi. Et c'est souvent parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir sur le pourquoi nous faisons les choses, avec quelle conviction, quelle valeur, que le que faire, finalement, ne répond pas aux attentes. Et donc, une fois que la vision est bien posée, positionnée, qu'un établissement s'y retrouve, ça permet après de décliner ça en termes d'objectifs, de stratégie et de plan d'action. Donc, dans ce règne aujourd'hui où la réforme, la modernisation de l'enseignement supérieur, donc la modernisation de l'enseignement supérieur, c'est le dernier titre d'un document produit par l'Union européenne. Comment on pourrait parler de cette vision aujourd'hui? Donc, pour moi, l'objectif, c'est bien innover. La stratégie, ça peut être les pratiques d'évaluation, comme ça peut être les MOOC, comme ça peut être toutes sortes de choses. Et le plan d'action, c'est un scénario pédagogique. C'est un peu le travail que fait Jacques Tardif, j'imagine, avec les équipes. C'est quel scénario pédagogique, pour quelle évaluation, pour quelle innovation, pour quelle vision. Et très souvent, il me semble que dans nos réflexions, nous confondons ce qui est l'objectif et le moyen. Donc les pratiques pédagogiques ou les pratiques d'évaluation, pour moi, restent toujours des moyens. L'objectif, c'est l'innovation, le redéploiement de l'enseignement supérieur. Donc, c'est avec ce questionnement, avec cette réflexion que j'entre dans le sujet.
Parce que tout au long de ce chemin d'innovation, de déploiement de nouvelles pratiques, qu'elles soient des pratiques pédagogiques ou d'évaluation, eh ben, il y a un certain nombre d'obstacles dans lesquels on va s'encoubler, qui vont nous décourager. Les résultats, quand j'ai montré les résultats en faculté de sciences de la vie, il y avait un tout petit peu de découragement et on peut les comprendre. Et en réfléchissant aujourd'hui, quels sont les défis les plus importants que nous avons par rapport à l'évaluation de l'enseignement, j'en ai identifié 5 que je vais maintenant détailler. Premier touche évidemment les conceptions de l'évaluation, nos approches, les outils, les critères et, non des moindres, la notation. Et Hélène le disait en introduction, moi, dernières années en Suisse, j'enseignais l'évaluation des apprentissages, c'était mon sujet scientifique. Vous l'avez compris, je suis suisse. J'ai travaillé longtemps à l'université de Genève, où j'étais à côté de Linda Halal, qui avait son bureau à côté. Linda Halal, c'est la personne de référence pour l'évaluation formative. Donc, j'en ai pris conscience très récemment. En fait, c'était à Mulhouse avec Florence qui est là, que moi, pendant 35 ans, j'ai baigné là-dedans. Donc, j'avais vraiment l'impression que c'était le quotidien, que c'était normal. Et c'est en sortant de l'université de Genève, je me suis dit, c'est peut-être que nous sommes un cas particulier. Et donc, ce dont je vais vous parler, c'est ce que j'observe comme résistance au changement, et donc ces fameux 5 défis que nous devons pouvoir relever si nous voulons être dans une innovation pédagogique durable. Donc, le premier, c'est nos conceptions de l'évaluation, c'est-à-dire nos façons de voir l'évaluation. Et peut-être aussi de le dire, de le nommer. La première chose qu'on constate, c'est qu'on parle d'évaluation, puis vous allez avoir toutes sortes d'adjectifs entre le formatif, le sommatif, le prédictif, le pronostic, le certificatif. Enfin, chaque pays, chaque endroit, chaque établissement a un adjectif pour qualifier l'évaluation. Même moi, après des années en psychologie, en sciences d'éducation, pas certaine de comprendre ce que les gens mettent derrière ces termes, parce qu'effectivement, il n'y a pas de consensus. Et parfois, on a l'impression qu'on parle le même langage, mais en fait, on va désigner des choses différentes. Donc, les distinctions que moi j'utilise sont celles que je dois à Linda Halal, qui sont de distinguer entre évaluation formative, évaluation sommative et évaluation prédictive. La formative, c'est une évaluation qui a pour vocation comme but de soutenir les apprentissages des étudiants. Donc, nous pensons l'évaluation comme un outil de soutien aux apprentissages. Jacques Tardif a écrit un livre magnifique là-dessus. Donc, c'est vraiment notre approche, notre philosophie de l'évaluation. L'évaluation sommative, ça sert à reconnaître institutionnellement des apprentissages, ou du moins à classer les étudiants. Et la prédictive, j'ai pas vu beaucoup de cas en France, mais en Suisse, on l'utilise beaucoup quand il y a un nombre de places limité dans une institution et qu'on va essayer de voir si la personne peut devenir un bon enseignant, un bon médecin. Pour rentrer en études de médecine, on n'a pas le PACES avec des concours. Il y a vraiment des épreuves d'aptitude pour voir si la personne a les aptitudes nécessaires pour devenir un médecin. Donc voilà l'univers dans lequel moi je travaille. C'est 3 distinctions que j'utilise pour parler des différentes modalités d'évaluation, des apprentissages que nous observons. Et puis, je reviens toujours à Charles Hadji. C'est un Français, c'est un philosophe. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages autour de l'évaluation. Et il nous rappelle qu'évaluer, il y a 3 adjectifs, il y a 3 sens, c'est vérifier, situer et juger. Parce que dans certains endroits, moi j'ai entendu des enseignants qui disaient « mon job à moi c'est d'enseigner, par contre j'évalue pas ». Et donc c'est comme si c'était 2 métiers différents, 2 fonctions sociales différentes. Et c'était toujours pour moi un tout petit peu surprenant. Parce que je me dis, mais finalement, c'est bien beau d'avoir cette distinction, mais dans la réalité, on est constamment en train d'évaluer. Nous sommes constamment en train de vérifier, situer, juger, comme vous êtes constamment en train de vérifier, situer et juger ce que je vous dis. Donc, au moins le reconnaître et être conscient que ça fait partie de la nature humaine, on ne peut pas échapper à cela. Et
ce qui nous dit aussi, hop, là je vais trop vite, Adji, c'est que effectivement c'est la troisième ligne qui me paraît importante, c'est que l'évaluateur ne peut pas être neutre ou absent, il prend part. Et donc, en revenant sur l'expérience qui a été menée en sciences de la vie à l'Université de Strasbourg, on a bien une trace de cette prise de part de l'enseignant évaluateur. Et déjà, en physique quantique, c'est bien ce qu'on dit, c'est que l'évaluateur, l'observateur ne peut pas être neutre. Et donc, on va voir des choses, on va observer la réalité et confirmer des théories implicites. Donc, autant le savoir, autant le reconnaître. Ça me paraît important de travailler avec cette idée, notamment de renoncer au deuil d'une évaluation objective, ce qui ne nous empêche pas ensuite de réfléchir sur la réduction, la diminution de la part de subjectivité. Et ça, il me semble que c'est la responsabilité citoyenne que chacun et chacune d'entre nous a à faire. Voilà. Deuxième ouvrage de Adji qui me plaît beaucoup, 2012, Faut-il avoir peur de l'évaluation ? Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, vraiment je vous encourage à le lire parce qu'il décrit énormément et avec finesse le contexte français. Pour moi, ça a été un livre de chevet au moment où je m'apprêtais à venir en France pour comprendre effectivement ce trait culturel, les aspects historiques. Et il y a des choses merveilleuses, par exemple sur l'organisation du bac, que si on n'habite pas en France, on comprend strictement rien. Donc, il est là, il pose cette question parce qu'effectivement, vous le savez, on est dans une ère de l'évaluation. On évalue à tour de bras, ce mot apparaît à gauche et à droite, et légitimement, les gens s'interrogent sur cela. Est-ce que c'est la main basse d'une économie néolibérale? Enfin, il y a tout un discours politique autour de ça. Et Adji, qui est un philosophe, nous dit finalement, il y a juste 3 questions auxquelles il faut prêter attention. Il faut questionner l'acte d'évaluation, c'est-à-dire pourquoi on le fait. Il faut développer une démarche qui est méthodologiquement valide, c'est-à-dire le comment nous le faisons. Et le plus important, il faut l'inscrire dans une démarche socialement et éthiquement solide. Et je trouve que ces 3 invitations à investir l'évaluation selon ces 3 principes sont une invitation à le repenser. Et c'est ces 3 principes, ces 3 intentions que j'utilise dans le travail d'accompagnement que nous faisons aujourd'hui à l'IDIP. Donc, notre premier défi, c'est bien sûr nourrir une conception de l'évaluation des apprentissages des étudiants qui va être au service de leurs apprentissages, les soutenir dans leurs apprentissages. Premier défi que nous avons à relever. Le deuxième, ça touche aux approches, c'est-à-dire à nos façons de faire les choses, notre façon d'organiser l'évaluation des apprentissages. Et là, Denis Berthiaume et moi utilisons ce cadre de référence ou cette approche en 3 pôles où nous disons que l'évaluation passe par 3 phases, 3 questions. Dans un premier temps, la clarification. Quels apprentissages veut-on évaluer? Parce qu'on sait qu'on ne peut pas toujours tout évaluer, mais lesquels sont importants. L'observation, c'est comment je peux obtenir une preuve de cet apprentissage. Et la troisième question, c'est comment analyser la preuve de l'apprentissage. Et dans les ateliers, dans le travail que nous faisons avec nos enseignants, nous remplaçons ça aussi par 3 images. Clarifier les apprentissages, parce que dans notre conception, l'apprentissage, la partie qui est visible, c'est comme un iceberg, c'est 10%. Et en plus, la partie qu'on va pouvoir observer et évaluer, c'est même 10% du 10% qui est submersible. Et le problème, c'est qu'on a une approche inférentielle, c'est-à-dire sur la base de ce qu'on a pu observer, nous allons inférer quelque chose sur la qualité des apprentissages. Et c'est pour ça que nous sommes très mal à l'aise quand il s'agit d'évaluer les apprentissages. La question des instruments reste très importante et l'interprétation est aussi importante. Et donc, ce qu'on montre aux gens, c'est que finalement, évaluer les apprentissages des étudiants, c'est comme toute
démarche scientifique, on a des questions, des hypothèses, on a une récolte de données qu'on va interpréter. Alors ça, en France, les gens me regardent de manière suspecte. Au Québec, en Belgique et en Suisse, on est un peu plus à l'aise avec cet argument. Nous l'avons mis dans l'ouvrage, mais je sais qu'en France, il y a quand même beaucoup de sourcils qui vont se froncer en se disant mais c'est pas la même chose, c'est pas le métier. Et nous tentons de montrer que finalement, non, c'est une attitude, c'est une posture intellectuelle, la même que nous avons dans notre recherche, que nous pouvons utiliser dans notre enseignement. Et c'est ce qu'on appelle en anglais Scholarship of Teaching and Learning pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous qui ont entendu cette expression. Donc, ensuite, on met les images avec les phrases parce que ça agit comme un renforçateur des principes. Alors, le deuxième défi pour nous, c'est effectivement déployer une approche de l'évaluation qui s'apparente à un questionnement systématique, c'est-à-dire une forme de recherche appliquée sur les apprentissages des étudiants. Et ça demande de la rigueur. Donc, c'est ce qui nous permet, quand on réfléchit à ça, d'être bien dans le deuxième principe de Hadji, qui est donc de développer une méthodologie qui est robuste et valide quand on évalue les apprentissages des étudiants. Et ça, c'est un des messages que Linda Halal nous répétait quotidiennement. Elle disait, nous avons une responsabilité comme psychologue, comme scientifique, d'avoir une approche qui est méthodologiquement valide. Ensuite, on arrive aux outils, qui effectivement, comment est-ce qu'on va observer, quels sont les défis à ce moment-là. Et ce qu'on a pu observer le plus souvent, c'est que, notamment quand on est dans une approche par compétence, il faut poser, les réponses qu'on va avoir aux questions sont de nature très précise. Dans une approche par compétence, on va mesurer, on va vouloir observer la progression de l'étudiant. Quelles sont les compétences qui ont été développées au cours de son parcours. On voit bien qu'en termes d'observation, on va privilégier ce qu'on appelle un travail final. Il y a plein d'exemples, vous les verrez tout à l'heure. Et l'interprétation de cette production finale se fera à l'aune de critères. Et donc, c'est ces trois éléments qu'il va falloir tisser, articuler pour être cohérent par rapport à l'intention, notamment celle de déployer une formation sous forme de compétences. Donc, dans les outils que nous avons, on fait, et ça, il y a aussi dans l'ouvrage, une liste de ce qu'on va appeler les méthodes dites objectives. Les QCM, les vrais-faux, les matchings, ce sont des choses simples qui permettent rapidement de vérifier si des connaissances sont acquises. Et les connaissances sont importantes parce que, comme on le dit et on le répète, il n'y a pas de compétences sans connaissances. Donc, il est important de vérifier qu'elles sont là. Mais dès qu'on est dans des méthodes dites subjectives, celles qui vont être privilégiées pour mesurer des compétences complexes, et on va aller sur des dossiers, des portfolios, des rapports de stage et ainsi de suite. Et ceux d'entre vous qui sont allés explorer la littérature vont voir apparaître cette notion de portfolio comme étant un endroit qui permet effectivement d'observer les apprentissages d'une autre manière qu'à travers les fameux QCM. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un portfolio ? Alors, parce que très souvent, on a l'impression qu'on a tous compris ce que c'est qu'un portfolio. Voici la définition que nous utilisons, que je suis convaincue aussi que Jacques l'utilise. C'est une collection très ciblée de travaux qui montrent le parcours, qui vont documenter le parcours de l'étudiant. Et ça, là aussi, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en ligne de compte. Et l'autre chose qui est important, c'est que l'étudiant va être partie prenante des critères qui vont être utilisés pour évaluer. Et ce qui est aussi très important dans le portfolio, c'est ce que vous voyez à la fin, c'est la capacité de réflexion sur soi de l'apprenant. Donc, ceux d'entre nous qui utilisons des portfolios, on va demander aux étudiants d'y mettre, d'y adjoindre ce qu'on appelle des textes réflexifs où eux-mêmes racontent comment ils ont progressé, comment ils se sentent évoluer, se développer en cours de formation.
Ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement un répertoire de travaux, il y a des choses multiples, que ce n'est pas quelque chose qu'on fait la dernière semaine d'un semestre, et que tout cela est fait dans une perspective formative, c'est-à-dire bien pour soutenir les apprentissages des étudiants. Donc, le troisième défi, je le résume de la manière suivante, c'est qu'il va falloir développer et privilégier des outils qui documentent le parcours de développement de l'étudiant. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas avoir une démarche où on se dit, tiens, on va mesurer sa capacité à restituer par cœur un certain nombre d'éléments. Ce n'est pas compatible avec cette idée d'une innovation pédagogique où l'évaluation est au service des apprentissages. Et ça a l'air très simple à écrire, beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre. Oui. J'y arrive, le quatrième. Donc, à nouveau, le choix de l'instrument nous permet d'être dans cette cohérence méthodologique. Alors, le quatrième, les critères d'évaluation. Et pourquoi est-ce qu'il faut des critères d'évaluation? C'est que le méthodologiquement robuste, comme vous le savez tous, parce que nous sommes tous des scientifiques, c'est de pouvoir évaluer en respectant deux principes, c'est la validité, la cohérence, c'est-à-dire qu'on évalue bien ce qu'on pense évaluer, que tout cela est compatible avec les apprentissages, c'est-à-dire qu'on est bien en train d'évaluer des apprentissages et non la capacité de résister au stress dans un concours, par exemple, et la fiabilité, c'est-à-dire que quelle que soit la personne qui évalue, quelle que soit la condition, dans le temps, on doit obtenir les mêmes résultats. Ça, c'est juste ce qu'on appelle des principes psychométriques qui sont valables dans toute science sociale et humaine. Et ces questions de validité et de fiabilité sont effectivement les plus difficiles à travailler. Et ce que nous développons à l'Université de Strasbourg, on a choisi de travailler sur ce qu'on appelle les grilles d'évaluation critériées. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une grille d'évaluation critériée? Je ne vous fais pas l'atelier, mais ceux d'entre vous qui veulent venir le faire à Strasbourg seront les bienvenus. Donc, ça ressemble à ceci. Vous avez une grille avec un certain nombre de critères, des niveaux de performance et des descripteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que les critères? Ils sont en lien avec nos objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire que, par exemple, dans un enseignement que je donne, ce sont les étudiants qui ont choisi les critères. Ils ont choisi des critères de type leadership, transférabilité. Donc, ils sont allés chercher des choses relativement fines qu'il va falloir ensuite décrire. Après, on a toujours des niveaux de performance qui varient entre 2, voire 3, 4, c'est déjà plus compliqué. Qu'est-ce que c'est que les niveaux de performance? Au fond, c'est ce qu'on va retrouver dans les cellules où on va décrire quelle est la performance attendue. Donc, ce sont des descripteurs, ce sont des textes où on va dire quel est le comportement ou la production attendue. Je prends toujours cet exemple, si pour vous c'est important la qualité de l'expression française, c'est à nous de dire mais qu'est-ce qui pour nous est acceptable, qu'est-ce qui va être vraiment excellent et qu'est-ce qui est inacceptable. Et il faut le décrire. Il faut le décrire pour que la grille d'évaluation puisse être utilisée par à peu près n'importe qui ou collectivement. Et une des difficultés qu'on a, c'est que si on met des numéros, des plus ou des moins, eh ben là, on a une grande part de subjectivité parce que le plus de madame est peut-être le moins de moi. Donc, ça, c'est comme ça qu'on travaille. Et l'exercice le plus difficile, c'est vraiment de décrire ces niveaux de performance. Mais une fois que c'est fait, les gens nous disent c'est juste merveilleux, ça permet de corriger plus rapidement et surtout d'avoir une qualité d'interaction avec les étudiants qui est fabuleux parce que du coup, ils savent ce qu'on attend d'eux. Alors en France, ça ne va pas tout seul parce que la première fois que je l'ai fait avec mes étudiants, ils étaient perplexes, ils me disaient on n'a jamais eu ça, donc ils se disaient il y a un piège, il y a un truc tordu. Donc, mais voilà, c'est un des changements culturels que nous introduisons à Strasbourg, donc on est en train de développer ces grilles d'évaluation critériées. Donc le quatrième défi, c'est effectivement pour réduire la subjectivité, c'est-à-dire moi je mets des plus ou quelqu'un d'autre va mettre des moins, il faut
expliciter ces critères et le plus important, c'est d'écrire et clarifier ces niveaux de performance. Alors, c'est aussi très culturel parce que je vous ai dit que j'étais suisse, mais je suis d'origine britannique et dans le système anglo-saxon, on a toujours évalué comme ça. Donc, on a peut-être une aisance, une manière de pouvoir le faire. Et il y a beaucoup de publications en anglais sur ce qu'on appelle rendre explicite ce qui est implicite et de montrer qu'on est en fait cohérent et valide dans notre manière d'évaluer. Charge à nous d'avoir des instruments qui le présentent. Et donc, la construction de ces critères et la construction des niveaux de performance, pour moi, ça nous permet d'être socialement et éthiquement cohérents. Parce que, bien sûr, ça ne se fait pas dans un groupe, ça se fait entre pairs et ça permet de clarifier collectivement quelles sont les attentes et donc d'avoir une meilleure représentation, une meilleure vision de ce que c'est l'évaluation. Et je suis sûre, tout à l'heure, dans la présentation sur la VAE, on va voir que c'est un enjeu capital. Ensuite, la notation. Et c'est là que les choses deviennent compliquées. Donc, si vous vous êtes encouplé dans les 4 barrières du saut d'obstacle, les barrières qu'il y a sur une course d'obstacle, vous arrivez à celle-ci, vous êtes par terre, vous avez le nez sur le ventre. Et donc, ce que moi j'observe dans les cultures francophones et italophones, c'est qu'il faut distinguer entre mesurer et noter. Mesurer, pour moi, c'est vérifier, situer, juger la prestation, la production de l'étudiant. Et il s'agit d'attribuer des points, des scores, des choses à cette production. Et très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on va évaluer la prestation de l'étudiant en collant l'échelle de notation. Parce qu'on ne distingue pas ces 2 moments. Parce que dans la culture anglo-saxonne, on va faire ça d'un côté et ensuite on construit la note sur la base de la mesure qui a été faite. Et donc, noter signifie en quelque sorte traduire dans une note selon une échelle institutionnelle cette performance auparavant. Alors, en France, avec une échelle de 20, c'est pas trop compliqué parce qu'on a assez d'empans. En Suisse, avec une échelle de 6, où le seuil de passation est à 4, on a très peu de marge pour décider si les gens sont bons ou pas bons. Et donc, il y a des propriétés mathématiques liées aux échelles qui peuvent avoir une influence sur nos pratiques et en plus sur les résultats. Donc, moi, je recommande toujours cette distinction qui existe dans la culture anglo-saxonne entre scoring and grading. Donc, ça, c'est une première chose. Rien ne vous interdit d'évaluer un portfolio avec une échelle de 156 points, de 70 points. Il n'y a aucun interdit. Après, la question, c'est comment on va passer de cette échelle de mesure à une échelle de notation. Et là, il faut faire un peu de mathématiques, il y a des standardisations des échelles, donc on retombe dans le méthodologiquement valable, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, de distinguer entre la mesure et la notation aide les gens à se dire, bon, une chose à la fois et de ne pas confondre. Parce que le problème, vous le savez bien, et on l'entend régulièrement, c'est combien je vaux. Alors on dit non, c'est pas combien je vaux, combien ce travail vaut, et donc il y a une confusion entre la note et un espèce de jugement de la personne. Donc ça, c'est la première recommandation. Et la deuxième, c'est d'être conscient qu'il y a 2 approches de la notation. Il y a une approche qui est dite critériée, où on va attribuer la note en fonction soit du progrès réalisé, soit de critères préétablis. C'est-à-dire que les personnes, quelle que soit la production, la note va être liée à la production, la prestation de l'étudiant. L'autre approche, c'est ce qu'on appelle la notation normative, qui consiste à noter comme si tout phénomène se présentait comme la courbe de Gauss, donc selon la loi normale. Et là, on va noter en fonction des résultats de la classe ou de pourcentages fixés à l'avance. Donc il faut savoir, et vous le regarderez bien maintenant, que l'échelle de notation ECTS, donc du système ECTS, est comme ça.
Donc, c'est en fonction de vos performances par rapport à une cohorte. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir une très bonne note et être dans une cohorte de nul, comme vous pouvez avoir une très mauvaise note, mais être dans une cohorte de génie. Donc, c'est vraiment les uns par rapport aux autres. Et donc là, les effets aléatoires liés à la cohorte peuvent influencer sur la note. Il faut savoir que tout le ranking est basé là-dessus et que dans les universités britanniques, la note générale que vous avez à la fin de votre diplôme est calculée comme ça. Donc, certes, peut-être que je fais l'apologie d'un système britannique, mais il y a plein de travers qui sont très bien décrits dans l'ouvrage « Faut-il avoir peur de l'évaluation » de Charles Hadji. Donc, il faut être au clair là-dessus et se dire quelles sont les influences de contexte, quelles sont les croyances que j'ai par rapport à ça. Au Québec, on n'a aucune difficulté à évaluer en fonction de critères, ce qui veut dire qu'au lieu d'avoir une distribution des résultats qui ressemble à une courbe normale, on appelle ça une distribution en J, c'est-à-dire que si l'enseignement est bien fait, qu'on a bien soutenu les étudiants dans leurs apprentissages, 80% des gens atteignent le niveau d'exigence requis. Et ça, c'est la philosophie avec laquelle nous travaillons aussi en Suisse et qui a permis dans certains endroits d'abolir la note, parce qu'on avait le sentiment que la note, au fond, nous poussait dans une notation normative. Et parfois, quand la fameuse question, il faut questionner l'acte de l'évaluation, se poser la question de savoir si l'intelligence, si l'apprentissage se présente dans la réalité avec une distribution normale. Moi, j'ai quelques doutes, mais voilà. Donc, ça nous ramène à cette croyance que toute chose par ailleurs se présente comme avec une distribution normale. Et donc, notre 5e défi, c'est attribuer des notes qui reflètent la performance des étudiants eu égard aux critères explicites. Et donc, ça c'est toujours l'éthiquement et socialement correct. Et donc, finalement, j'en arrive à formuler les 5 défis de la manière suivante. C'est que la première, c'est accepter de changer ses conceptions par rapport à l'évaluation, accepter d'être déplacé, accepter d'être provoqué dans un certain nombre de choses, et je suis sûre que les dessins vont nous amener à faire ça. Adopter de nouvelles approches de l'évaluation, expérimenter de nouveaux outils, il faut vraiment aller expérimenter, il ne faut pas avoir peur. Recourir à des critères et oser la notation critériée, oser toutes sortes de choses autour de la notation, pour sortir de nos habitudes, sortir de nos automatismes en matière d'évaluation. 5 défis qui sont importants et que la réalité institutionnelle, les croyances, mais que vont penser mes collègues si je rentre dans cet univers, vont vraiment nous rattraper constamment. Et c'est pour ça que finalement, on peut rajouter un 6e défi ou une recommandation, c'est de faire cette transformation radicale collectivement. Et je pense que c'est être ici à plus de 100 personnes à réfléchir sur cela, c'est exactement ce que moi je souhaite voir, parce que personne, à lui ou elle, toute seule, pourra relever ces 5 défis. C'est institutionnellement, chacun à son niveau, du ministère jusqu'aux enseignants. Et l'idée, c'est, dans cette vision, c'est pouvons-nous penser et agir une évaluation des apprentissages qui explore ces 5 défis.